Bien, désolé de ce contretemps. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter l'avancement de mes travaux de recherche en ce qui concerne la diversité ethnobotanique et génétique des cannes à sucre de Polynésie française. Donc, je suis Maroté à Vitrac, je suis doctorant en deuxième année au sein de l'UMR 241 UEO, sous la direction de Tevini Tehei, mais également en co-direction de thèse avec M. François-Régis Goebel du CIRAD. Et ce sont des travaux qui ont été réalisés conjointement avec l'UMR AGAP du CIRAD à Montpellier, en la personne d'Angélique Donte, et aussi avec Sandra Lepère de l'établissement Vanille de Tahiti et Inès Chilitouzi de l'ISTOM, qui est une école d'ingénieurs. Alors, tout d'abord, le contexte de l'étude. Donc, sous l'impulsion d'une société qui est la société Avatea, notre but était de produire du rhum à forte valeur ajoutée, basé sur un fort potentiel économique, puisque le rhum est la troisième boisson la plus consommée au monde, bien loin devant le vin et la bière, donc sur un marché très porteur. La problématique étant que le rhum contingenté, en provenance des Antilles, de la Réunion, des départements français en général, a un prix de revient d'environ 6 € le litre en Union européenne, alors que notre rhum de Tahiti a un prix de revient d'environ 20 € le litre. Alors quelle valeur ajoutée, quelle serait la forte valeur ajoutée de notre rhum en Union européenne? En 2013, nous avons découvert autour de l'île des variétés, bon nombre de variétés de canne à sucre qui étaient, quand on est allé creuser un petit peu, bien décrites dans la littérature ancienne et aussi diverses et variées que possible. Alors, l'action des entreprises et industries locales a été de collecter ces variétés, de les mettre en culture et de produire les premiers rhums polynésiens depuis pas mal d'années pure canne, puisqu'en 2015 ont été vendues les premières bouteilles, en 2016 les premières exportations, et en 2017, la première présentation à des concours, et bien là, figurez-vous que nous avons eu la bonne surprise d'être très bien accueillis par la critique et de gagner certains concours, ou en tout cas de faire des podiums. On a donc très clairement un potentiel de développement très intéressant au niveau de la canne à sucre et de la filière canne et rhum en Polynésie française. Dans un contexte un petit peu différent, on a quand même 27 000 hectares qui sont cultivés à La Réunion. On a 15 000 hectares cultivés aux Antilles, dont 6 000 hectares rien qu'en Martinique, avec une industrie florissante au niveau du rhum à minima. La canne au Tahiti fait le tour du monde. En effet, Bougainville découvre à Tahiti en 1768 une canne qu'il rebaptise au Tahiti lorsqu'il l'exporte à La Réunion. Cette canne est d'introduction polynésienne, mais surtout, elle fait le tour du monde et elle devient la première canne sucrière mondiale jusqu'à la fin du 19e siècle. Elle est ensuite remplacée par des variétés modernes, issues d'hybridation interspécifique avec l'espèce sauvage Saccharum spontaneum au début du XXe siècle, dans la première station expérimentale de Java. Et elle fait donc partie du germplasme d'origine de bon nombre de variétés sucrières encore utilisées actuellement. Alors on est en droit de se poser la question de savoir si la canne au Tahiti existe encore aujourd'hui. Eh bien, la culture polynésienne étant de tradition orale, et même si sa culture a perduré jusque dans les années 1975, on n'a pas d'ouvrage de référence à Tahiti en ce qui concerne nos variétés de canne à sucre. À Hawaï, en revanche, eh bien, ils ont gardé les collections, ils ont eu une industrie sucrière florissante, et ils ont bon nombre de données. C'est ainsi qu'ils nous ont permis de découvrir la canne Lahaina, qui aurait été importé depuis les îles Marquises en 1853 par un certain Will Fong. C'est la photo que vous voyez ici. Et cette canne Lahaina était reconnue comme la canne au Tahiti. Certains auteurs vont plus loin, puisqu'en fait, ils proposent un groupe Saccharum cultum, donc une autre espèce qui serait d'origine pacifique, en parallèle de Saccharum officinarum. Alors c'est intéressant parce que la Polynésie et de fait la canne au Tahiti pourraient faire partie, en tout ou partie, de ce groupe. Parmi les espèces saccarifères, on compte notamment celles du genre Miscanthus. Certains auteurs nous montrent qu'il y a eu des introgressions entre Saccharum officinarum et Miscanthus qui ont donné naissance à des hybrides intergénériques. Et donc, on est aussi en droit de se poser la question, qu'en est-il de l'hybride To-Aeho, que les Polynésiens décrivent comme étant une canne sucrée, To signifiant canne à sucre, et Aeho signifiant un roseau, mais surtout le Miscanthus floridulus. Alors, nos hypothèses de travail, eh bien, la première, c'est simplement qu'il existera en Polynésie française une canne ou un groupe de cannes au Tahiti, qu'on pourrait les retrouver, la canne au Tahiti de Bougainville. En deuxième lieu, eh bien, les Polynésiens auraient sélectionné au fil du temps ces au Tahiti, et on pourrait avoir des au Tahiti un peu upgradés, entre guillemets, qui seraient des cultivars d'au Tahiti d'origine.
En troisième lieu, eh bien, on se pose la question de savoir si on n'aurait pas un groupe d'origine pacifique de canne à sucre différent des Saccharum officinarum, selon certains critères. Et en quatrième lieu, eh ben, on s'est très clairement posé le challenge de prouver que le taux AEO est bien une introgression d'origine Saccharum officinarum miscanthus floridulus. En tout cas, on a très clairement un potentiel pour la canne OTIT de par sa rareté et son unicité. En ce qui concerne nos matériels et méthodes, alors après avoir collecté nos cannes de jardin tout autour d'OTIT, nous les avons mis en collection à la distillerie Avatea de Paella. Donc nous avons recensé 11 accessions d'origine et nous avons importé en tant que témoin pour notre étude 3 accessions de Visacan, le centre de la quarantaine de Montpellier. Donc 2 accessions nobles et une accession moderne, donc variété moderne, pour notre étude. Nous avons mis en parallèle nos 11 accessions locales plus une accession de Visacan en culture expérimentale à une échelle d'environ 4000 m², à toit au tout, selon un dispositif en bande. Nous avons étudié les caractéristiques morphologiques de ces cannes. Nous avons créé des fiches variétales selon des marqueurs morphologiques inspirés principalement du référentiel UPOV, donc qui est une référence en matière de description morphologique. Des observations comme la couleur, la floraison, le bourgeon ont été notées, et notamment la morphologie de la feuille. Vous voyez sur le schéma ci-contre, alors c'est pas très clair, mais chaque petite ligne est un descripteur. Il y a beaucoup de choses dans le référentiel UPOV pour donner des références et des distinctions très précises. Mais nous sommes allés plus loin, nous avons utilisé des marqueurs d'intérêt agronomique qui sont la hauteur de la canne, son diamètre, son tallage, donc le nombre de pieds, le nombre de tiges par pied, par individu, de façon à renseigner encore mieux ces fiches variétales. Nous avons ainsi réalisé des comparaisons et des observations avec la littérature ancienne pour vérifier qu'on avait bien une correspondance entre ce qu'on observait sur le terrain et les données de la littérature. En ce qui concerne l'analyse statistique des données, nous avons réalisé des tests de comparaison de moyenne entre les individus pour les marqueurs d'intérêt agronomique et nous avons au final réalisé une analyse en composantes principales selon ces mêmes marqueurs d'intérêt agronomique. En ce qui concerne le génotypage, nous avons recherché le polymorphisme de nos individus. Alors, pour ça, on a extrait l'ADN nucléaire donc, au laboratoire de l'Epic Vanille à Reiatea, selon un protocole bien précis, en prélevant de jeunes feuilles, en faisant un broyage sous azote liquide pour éviter d'endommager la molécule d'ADN. Bon, ce protocole nous a permis d'extraire des molécules d'ADN. Alors c'est dommage que la photo soit pas claire parce que là la molécule on la voit bien, elle est juste au centre et c'est pas courant quand même. Souvent on a des molécules qui sont culottées, celle-là on la voyait bien. En tout cas, en ce qui concerne le génotypage proprement dit, on a utilisé des marqueurs de type microsatellite qui sont très utilisés aujourd'hui pour le génotypage de la canne à sucre. 3 marqueurs issus de la littérature, donc qui sont discriminants, reconnus comme discriminants, et 3 marqueurs de la banque de marqueurs du CIRAD qui le sont. Donc, après avoir amplifié les séquences microsatellites par PCR, nous avons utilisé un séquenceur capillaire pour mesurer la taille des fragments d'ADN. Et ainsi, avec GenMapper, qui est un logiciel développé par le CIRAD en partie, nous avons pu observer les pics qui correspondent aux allèles des gènes et ainsi donc avoir une représentation graphique, même allant jusqu'à une classification hiérarchique de nos individus. En ce qui concerne la cytogénétique, eh bien, la littérature nous indiquant le poids des noyaux de l'ensemble de nos espèces, Saccharum officinarum, Miscanthus, etc., eh bien, nous avons comparé le poids de nos noyaux trouvés par cytométrie en flux au poids des noyaux de la littérature, de façon à déterminer précisément le nombre de chromosomes. Ceci pour argumenter encore davantage le résultat du génotypage, pour bien séparer nos variétés nobles, trouvées sur le terrain, de nos variétés modernes. Pour l'individu taux AEO, afin de répondre à notre 4e hypothèse, eh bien, nous avons réalisé l'hybridation in situ des ARN messagers de cet individu en prélevant de jeunes racines, donc le matin, surtout en prophase de division cellulaire, de façon à avoir le doublement de matériel génétique. Et ensuite, nous avons donc, selon un protocole bien précis, déposé sur l'âme ces cellules et nous les avons hybridées directement avec un fluorochrome de façon à voir si nous avons d'origine Miscanthus et ou Saccharum officinarum une éventuelle parentalité.
Nos résultats, en ce qui concerne les observations morphologiques. Alors, on a fait des fiches variétales donc, sur le référentiel UPOV. Alors, vous voyez que c'est très long, qu'il y a beaucoup de descripteurs. Quand on fait le focus, eh bien, l'ensemble des descripteurs a été quand même relativement aisé pour les décrire, avec une note bien particulière. Les variétés caractéristiques se rapprochant des cannes nobles. Alors, vous voyez sur ces photos qu'on a notre fameuse canne de Hawaï, la Lahaina, tout en haut, et une de nos variétés, la JRP, en bas. Alors, ce sont des cannes qui ont un fort diamètre, un faible entrenœud, une hauteur peu importante et un faible talage, à contrario des variétés modernes, qui sont des variétés qui ont un faible diamètre, qui ont une hauteur importante, des caractéristiques industrielles et morphologiques faites pour l'industrie sucrière. Quand on regarde le test de comparaison de moyenne, eh bien on a clairement deux groupes. On a le groupe représenté par le cadre violet, donc qui s'oppose avec l'ensemble des autres variétés de manière significative. Et on a donc une hauteur très forte pour ces individus, un talage important, un diamètre faible et des entrenœuds assez longs. Un individu a attiré notre attention, le JRP, puisque lui, c'est clairement une canne noble, mais sa hauteur n'est significativement pas différente de la hauteur des cannes hybrides. Alors là, on s'est posé la question de savoir pourquoi, pour cet individu, qui est très semblable à l'ensemble des cannes nobles pour ses caractéristiques morphologiques, on avait une hauteur si importante. Alors, bon, là, je suis désolé, on ne voit pas du tout. Donc, ce tableau, c'est le tableau récapitulatif en ce qui concerne nos observations de terrain que vous avez complètement sur la gauche, ici. La littérature donc, descriptive, donc Cusint et Henry principalement, et donc qui décrit des contradictions. Je vais vous le résumer assez rapidement. C'est qu'en fait, une canne pour Cusint qui s'appelle To Irimotu va être verte, alors que pour Henry, elle va être jaune-vert. Pour Cusint, la To Rutu, elle a des feuilles violettes, alors que pour Henry, c'est pareil, c'est une canne qui va être verte. Donc on a bon nombre de contradictions au sein de la littérature ancienne qui ne nous ont pas forcément permis de retrouver nos accessions actuellement telles que recueillies sur le terrain. C'est de la même façon, donc les cercles rouges nous indiquent que vis-à-vis du To Aheo, cet individu qui nous intéresse particulièrement, eh bien, on a des descriptions qui sont faites de Cusint comme étant une canne avec une présence de poil urticant et un jus peu sucré, alors que nous, ce qu'on a constaté du To Aheo, qu'au contraire, c'est une canne qui a un jus sucré avec pas de poil urticant du tout. Donc on s'est posé la question de savoir comment aller plus loin. En ce qui concerne le positionnement morphologique et génétique donc de nos individus et le résultat de nos ACP et de notre analyse factorielle, sur le graphique du haut, donc vous avez l'ensemble de nos individus représentés selon les critères morphologiques d'intérêt agronomique, et sur le graphique du bas, vous avez le positionnement au niveau du génotype. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en violet, nous avons les individus hybrides. Ces individus qui sont des variétés modernes, issues de croisement Officinarum spontaneum. Par opposition, on a un groupe donc, qui serait d'un point de vue morphologique différent, mais également génétique, qui serait représenté par notre variété Otaiti évoluée. Et nous avons enfin un groupe qui est complètement opposé aux variétés hybrides, dans lequel il y a notre fameuse Lahaina de Hawaï, notre canne Otaiti de la littérature. Alors, on va aller un petit peu plus loin encore, on va regarder la classification obtenue. Donc cette classification, elle nous permet de voir que la Lahaina a une distance génétique relativement proche de notre canne verte, donc on pourrait répondre à notre première hypothèse, à savoir qu'on aurait retrouvé notre canne Otaiti. Et ensuite, nous avons donc la canne jaune à rayures pourpre, celle-ci qui est semblable à notre canne verte, mais qui est génétiquement éloignée, et pour preuve, sa taille étant plus importante, et donc avec des caractéristiques différentes. En ce qui concerne notre troisième hypothèse, et c'est là que c'est intéressant, c'est que notre canne Black Cherry Bone et Batavia, qui sont des accessions nobles importées de Visacane, eh bien elles sont plus proches de nos variétés hybrides que de nos variétés nobles du Pacifique. Et donc ça pourrait répondre en partie à notre troisième hypothèse. En ce qui concerne la cytométrie en flux, on voit que le poids des noyaux est représenté dans le tableau tout en haut. En vert, ce sont nos accessions Saccharum officinarum locales. En bas du tableau, en vert également, vous avez la Saccharum officinarum de la banque du CIRAD. Les poids des noyaux sont les mêmes. Donc globalement, on est sûr que ce sont des officinarum. A contrario, les variétés ici indiquées en gris ont des poids de noyaux qui sont bien supérieurs et qui correspondent dans la banque du CIRAD à l'individu R570
qui est clairement un hybride. Donc grâce à la cytométrie en flux et à cette étude de génotypage, on a pu donc séparer nos individus hybrides de nos variétés nobles. En ce qui concerne... Alors, tiens, je te demande de conclure. Oui, je termine juste le résultat et après je passe à la conclusion directement. En ce qui concerne donc la cytogénétique moléculaire et le résultat pour l'individu TOA et HO, eh bien, nous avons pu très clairement montrer qu'il s'agit d'une introgression Miscanthus saccharum officinarum, donc avec en rouge les chromosomes de Miscanthus floridulus et en vert les chromosomes de Saccharum officinarum. Donc c'est un hybride à 2N 60 chromosomes, ce qui correspond à la littérature. Je vais passer donc directement à la conclusion. En conclusion, donc, on voit que, en ce qui concerne notre groupe de Cano-Tahiti, on a pu apporter des éléments de réponse probants. En ce qui concerne l'évolution, donc notre deuxième hypothèse de cette Cano-Tahiti et donc ses caractéristiques de rendement plus intéressantes, eh bien, on a pu aussi apporter des éléments de réponse avec notre individu particulier JRP. En ce qui concerne notre hypothèse comme quoi on a un groupe spécifique pacifique, eh bien là c'est un peu plus particulier, il faudrait qu'on puisse élargir l'étude à l'ensemble de la Polynésie et même introduire des accessions venant de Nouvelle-Calédonie et encore d'autres de façon à pouvoir faire une étude avec plus de marqueurs et donc être plus discriminant. Enfin, le TOA-EO, pour répondre à notre quatrième hypothèse, est clairement un hybride intergénérique issu d'une introgression Miscanthus saccharum. Et tout nous porte à croire qu'on a un intérêt légitime des acteurs de la filière quant à la variété au Tahiti et une forte valeur ajoutée qu'elle pourra apporter donc, pour ces acteurs. Merci de votre attention. Merci bien. Merci pour ta présentation. Bon, j'ai une petite question, mais c'est surtout quelques commentaires. Puisque tu es en deuxième année, après tout, hein, c'est vraiment le rôle doctoral. Tu nous as fait une présentation pas suffisamment synthétique. Et tu ne nous as pas projeté des diapos suffisamment synthétiques. C'est pratiquement un article que tu nous as projeté. C'était beaucoup trop chargé. D'accord ? Donc il faut que tu ailles l'année prochaine, que tu ailles plus directement à l'essentiel. Que tu sois plus synthétique. Personnellement, je me suis perdu dans toutes les variétés de canne à sucre. Je ne suis pas spécialiste. En plus, il y a des noms latins. J'étais complètement perdu. Donc voilà un petit tableau au début qui détaille toutes les variétés. Et bon, ça aurait été bienvenu. Un tableau que l'on voit. Alors c'est vrai que la qualité de la projection n'est pas bonne, mais là, on ne voyait strictement rien, quoi. Donc c'est des diapositives trop chargées, un discours pas suffisamment synthétique. D'ailleurs, tu n'as pas pu terminer à temps. Ça montre bien que tu étais trop long. Également, j'ai une question. Bon, j'ai compris vers la fin, mais au début, c'est pas clair. Quand tu parles de tes hypothèses, on ne sait pas si c'est des hypothèses de travail ou si c'est des hypothèses que tu cherches à vérifier. Donc, les objectifs de tes travaux, en fait. Bon, vers la fin, on a un peu la réponse. C'était plutôt des hypothèses que tu cherches à vérifier, si j'ai bien compris. Oui, ce sont des hypothèses, naturellement, qu'on a posées au départ, les questions qu'on s'est posées, auxquelles on tente de répondre. Mais bon, la manière dont c'était amené, c'était pas limpide, disons. Voilà. Bon, c'est quelques commentaires pour t'améliorer pour la prochaine fois, mais après on voit qu'il y a du travail, on voit que tu es passionné par ton travail et ça c'est très positif. Voilà. Merci. Moi, j'ai les mêmes remarques qu'Alban. Tu aurais pu prendre, pour la rendre accessible au public, là, ta présentation et ton travail, il ne fallait peut-être pas tout présenter, tu as tout pris d'à bras le corps, tu nous as tout montré, c'était peut-être pas nécessaire. Je pense que la quête de Haut-Tahiti aurait été une histoire intéressante à raconter, quoi. Mais axée sur, voilà, j'ai telle preuve que ce cultivar, on l'a identifié et qu'on l'a retrouvé à Hawaï ou ailleurs, quoi, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je comprends. Oui, bonjour. Alors, même remarque, hein, on ne va pas s'étendre là-dessus. Moi, j'avais une question en rapport avec le titre de ta thèse, puisque là, ce que tu nous as présenté, c'était essentiellement de la caractérisation, enfin, pour faire simple. Et le titre de ta thèse, hein, il y a en deuxième phrase « Système agronomique de production innovant et certifié en agriculture biologique ». Donc, j'aimerais avoir le lien entre ce que tu nous as présenté aujourd'hui et justement des systèmes agronomiques de production innovants que tu annonces dans le titre de ta thèse. Alors, c'est une bonne question. Effectivement, ça faisait partie de ma discussion, mais j'ai définitivement été trop long. Effectivement, nous allons chercher à
identifier et différencier des individus, notamment cette canne JRP que j'ai mentionnée à plusieurs reprises, de façon à voir s'il est possible, au-delà de la découverte d'une variété intéressante, de la mettre en culture, et selon des normes d'agroécologie et d'agriculture biologique. Donc c'est déjà ce qu'on a commencé à faire, puisque la culture expérimentale donc, nous a permis de prélever des échantillons pour les décrire morphologiquement et les différencier génétiquement, mais également pour les mettre en culture et voir de l'intérêt agronomique réel pour la filière de ces variétés. Donc c'est des travaux qui ont déjà été présentés l'année dernière au symposium Agrozym de Sarajevo. Et aujourd'hui, on a identifié 2 ou 3 variétés qui ont des caractéristiques intéressantes. Mais en termes d'innovation, le taux AEO, par exemple, nous intéresse beaucoup, puisqu'on peut voir que c'est une variété qui est très dense. Donc c'est la photo qui est en bas à droite. Donc la variété qui est complètement à droite, elle est très très dense, elle pousse pratiquement à l'horizontale au départ, et ça nous intéresse beaucoup en termes de gestion de l'enherbement, puisqu'on pourrait s'affranchir d'une bonne part de travail manuel qui est fait. Donc ça, c'est très très intéressant. Et c'est le cas d'autres variétés. On a notre variété aussi qu'on appelle RBV, qui est particulièrement sensible aux bioagresseurs de type foreur de tige. Et donc là, c'est très très intéressant aussi de pouvoir utiliser ces variétés. Donc effectivement, j'ai une thèse qui est pas multiservice, mais multidiscipline. Et donc le dernier volet de la thèse, au-delà de l'agroécologie, de l'ethnobotanique et de la génétique, sera un volet aromatique, pour voir si nous avons bien, toujours dans le but de répondre à cette distinction du groupe pacifique, si ça pourra apporter des éléments de réponse supplémentaires donc vis-à-vis de l'existence d'un clone spécifique à la Polynésie.